Bonjour à tous et bienvenue à cette édition. Les membres de la commission paritaire ACP-UE poursuivent leur visite de travail au Mali. Hier, ils ont rencontré les regroupements politiques du pays. Les préoccupations de ces derniers restent l'organisation d'élections dans les brefs délais et les aspects sécuritaires. Mamari Kone pour le compte-rendu. Cette rencontre entre la mission de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE et les regroupements politiques de notre pays a été un véritable cadre d'échange autour des préoccupations du moment. Il s'agit notamment de l'organisation des élections dans les meilleurs délais, la mise en place de la commission de réconciliation et de dialogue, ainsi que le redéploiement politique. Moi, je pense que nous avons assisté à une réunion qui était fort intéressante dans la mesure, pour la première fois depuis longtemps, les partis se parlent à nouveau entre eux. Et il y a quand même, semble-t-il, un consensus sur la nécessité d'organiser des élections dans les meilleurs délais. On a parlé du fichier biométrique, on a parlé du retour des réfugiés, on a parlé du retour de l'administration. Les responsables politiques ont salué l'arrivée de cette mission parlementaire avant de se réjouir de la tenue de cette rencontre. Nous sommes satisfaits que nous ayons créé un cadre d'échange et de discussion. Maintenant, nous verrons dans les prochains jours et les prochaines semaines l'usage qui sera fait de ce que nous avons dit, mais nous présumons que c'est le meilleur usage qui en sera fait. À travers cette mission, l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE veut collecter le maximum d'informations afin d'aider notre pays à sortir de l'impasse. Louise Michel et la délégation qui l'accompagne ont aussi rendu visite aux déplacés des sites de Niamana, Niamakoro et Bakoudikoroni. Occasion pour les parlementaires européens de s'enquérir de leurs conditions de vie et d'hébergement. Ramata Konati. Cette visite des parlementaires ACP-UE a été riche en informations. Informations sur les effets de la crise du Nord et les conditions de vie des populations déplacées. Au dire du directeur national du développement social, ils sont au nombre de 208 000 réfugiés maliens et environ 158 000 déplacés vivant à l'intérieur du pays. Parmi ces derniers, 450 vivent dans les centres de formation de Niamana, Niamakoro et Bakoudikoroni. Une rencontre avec ces déplacés a permis aux visiteurs de s'imprégner de certaines réalités. On a eu des témoignages de femmes qui disaient qu'il y avait une telle violence qu'elles sont parties. Et ici, elles ont reçu un accueil par rapport au gouvernement actuel du Mali et par rapport à toute l'aide internationale. Leur espoir, c'est de revenir sur leur terre. Maintenant, notre rôle, ça va être d'informer tous les députés du Parlement européen, d'informer aussi la communauté internationale pour qu'il y ait encore plus de soutien aux initiatives qui sont faites, pour aider justement les réfugiés à revenir sur leur territoire. C'est pourquoi le représentant du ministre en charge de l'action humanitaire a salué cette visite des parlementaires étrangers. J'espère que cette visite va permettre de faire connaître au monde entier l'action de tous ces groupes armés. Souvent au niveau international, il y a des gens qui ne comprennent pas très bien, qui pensent qu'il y a certains groupes qui sont bons, il y en a qui ne sont pas bons. Mais je crois que les parlementaires eux-mêmes ont vu, ils ont visité, ils ont séjourné, ils pourront expliquer à tous ce que c'est que tous ces groupes armés. Cette visite des parlementaires ACP-UE se situe dans le cadre d'une mission d'information et d'études sur la situation au Mali. Lancement de la chaîne La de l'Amérique au Mali émettant dans un rayon de 100 km à partir de Bamako. Elle s'intéresse à l'économie et l'éducation dans notre pays. Ces émissions seront animées en français et en songoï. Konati. La Voix de l'Amérique, 102 FM. Cette chaîne américaine renforce ses capacités au grand bonheur de son auditoire à Bamako. Outre certaines radios de proximité de la capitale, La Voix de l'Amérique vient de nouer le partenariat avec l'Office des radiodiffusions télévision du Mali. Elle va désormais émettre à travers un relais dans un rayon de 100 km à partir de Bamako. Les différentes émissions se feront en français et en songoï. Nous voulons informer, nous voulons être un parti de conversation ici, entre les gens. Nous espérons que ça sera utile et populaire pour les peuples maliens. Avec cette nouvelle station,
Le paysage médiatique malien s'enrichit aussi bien quantitativement que qualitativement. Bien que la Voix de l'Amérique soit financée par le gouvernement américain, il n'y a aucune influence du gouvernement sur son contenu ou ligne éditoriale. Il s'agira de mettre en relief l'économie et l'éducation à travers des débats, des analyses et des enquêtes. L'autonomisation des femmes est également au cœur des préoccupations. Le représentant du ministre des tutelles, Alassane Suleiman, n'a pas manqué d'épithètes pour qualifier cet outil de développement qu'est la radio. La Voix de l'Amérique n'est plus à présenter. Elle est une des grandes références de la radiodiffusion dans le monde. Elle est, comme son nom l'indique, véritablement la voix de la Grande Amérique. Et cette voix, elle porte. Elle porte loin depuis ses quartiers à Washington jusque sur les sables fins et les savanes arborées du Sahel malien. Aujourd'hui, la VOA sera entendue à Bamako, désormais toute la journée, en continu, sur une fréquence qui lui est propre. C'est là, vous le remarquez, une progression quand on sait qu'avant ce grand jour que nous célébrons, nous sommes passés par des ondes courtes. Le département des tutelles fonde beaucoup d'espoir sur cette chaîne pour l'organisation des prochaines élections. Actualité régionale, visite du ministre de l'Éducation, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales à Ségou. L'objectif de sa visite est de rappeler les missions assignées au gouvernement de transition. Le compte-rendu de Brahima Kone depuis Ségou. Il est 8h30, le ministre de l'Éducation, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, accompagné d'une forte délégation, commence à sillonner les écoles fondamentales et secondaires de Ségou qui ont dit non à une grève de 48 heures décrétée par l'AEM. Parmi ces nombreux établissements qui travaillent pendant cette grève échouée, le groupe scolaire de Sonukura et le lycée technique de Ségou. Autres établissements visités, ce sont l'Institut de formation des maîtres, l'école pour la formation des éducateurs préscolaires, l'école maternelle de Sébougou et le lycée privé ICRA. Cela s'appelle un exercice de proximité hautement pédagogique pour une remise en scène de l'école malienne. Cette démarche nous comble et nous rassure. Aussi, devient-il opportun, en pareille circonstance, de faire un succinct rappel de l'état des lieux dans notre académie. L'année scolaire 2012-2013 s'est effectuée dans des conditions satisfaisantes en dépit du contexte de crise. Et cela au niveau des différents ordres d'enseignement. J'ai enseigné aux enfants qu'il faudrait plus de solidarité. C'est ce que le peuple attend de tous. Au moment où ils sortent des classes, certains, leurs frères et sœurs, les Gao, Kidal, Tombouctou, eux-mêmes sont en errance dans les pays voisins ou à l'intérieur du pays dans des conditions autrement plus difficiles. Le ministre Bokar Moussa Diarra s'est dit porteur d'un message gouvernemental qui consiste à adoucir les ressentiments de la guerre et à s'apprêter pour des élections libres et transparentes, ce qui a valu une rencontre avec tous les acteurs de l'école. Les échanges ont porté sur, entre autres points, la moralisation des examens et la relecture du cahier des charges des établissements privés. Il ressort aussi de cette rencontre que l'Académie de Ségou tient des cadres de concertation avec les collectivités territoriales et les autres partenaires de l'école pour identifier les problèmes et dégager des pistes de solutions. Nous restons à Ségou où un camion de transport mixte en partance pour le marché hebdomadaire de Tissala s'est renversé dans le collecteur principal de la route en 2000. Selon les témoignages recueillis sur place, le chauffeur a voulu éviter un charretier sur sa voie. 45 blessés ont été évacués à l'hôpital régional du Ségou où les autorités régionales leur ont rendu visite. Voilà donc un camion de transport mixte en partance pour le marché hebdomadaire de Tissala dans la région de Ségou qui s'est renversé dans le collecteur principal de la route en 2000. Actualité hors de chez nous au Sénégal, après avoir affirmé que tout détournement allait être remboursé jusqu'au moindre centime, le régime de Macky Sall est en passe d'opter pour la médiation pénale dans la traque des biens supposés mal acquis. L'État du Sénégal serait ainsi disposé à renoncer aux poursuites pénales si les accusés dans cette affaire acceptaient de rembourser au moins 80% des montants en cause.
Le sujet fait la une des quotidiens. Le gouvernement sénégalais est disposé à recourir à la médiation pénale en laissant 20% aux personnes coupables des détournements de deniers publics s'ils acceptaient de rembourser les 80% des montants détournés. Cette déclaration faite par Maître El Hadjouf, un des avocats de l'État dont la traque des biens mal acquis, suscite de nombreux commentaires, surtout au sein de la société civile sénégalaise où l'on parle de conspiration sur le dos du peuple. Comment est-ce que quelqu'un qui vole de l'argent, à qui il doit des dommages et intérêts à l'État du Sénégal, et l'État du Sénégal, lui, va accepter de recevoir 80% du montant de l'argent volé. Parce que comme si ce qu'on a vécu depuis 50 ans, des deals sur le dos des Sénégalais, c'est ça qui continue jusqu'à présent. Poussé à s'expliquer, le porte-parole du gouvernement a tenté de défendre la proposition de l'État. Abdoulatif Coulibaly soutient que ce type de médiation pénale existe dans tous les pays. Quand vous collaborez avec le procureur, vous acceptez de donner un certain nombre d'informations à le procureur. Vous êtes un délinquant reconnu. Vous avez la possibilité d'avoir des réductions de peine. Vous avez la possibilité même d'échapper à la prison. C'est ça l'esprit. C'est une efficacité supplémentaire dans la procédure, mais au cas par cas. Les anciens dignitaires du Parti démocratique sénégalais mis en cause dans la traque des biens mal acquis n'ont pas encore réagi à cette proposition de médiation pénale. Pour l'heure, leurs auditions se poursuivent et la polémique est loin de s'estomper. En RD Congo, pour la sécurité des populations civiles, Ban Ki-moon appelle le Conseil de sécurité à autoriser le déploiement de la force spéciale au sein de la MONUSCO dans l'est du pays. La mise sur pied de cette force d'intervention viendra soutenir les objectifs politiques de l'accord cadre destiné à ramener la paix dans cette zone de la RDC, signé le 24 février dernier. C'est un message fort adressé au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ban Ki-moon l'invite à autoriser le déploiement d'une brigade d'intervention rapide dans l'est de la République démocratique du Congo. L'ambassadeur de Russie considère comme audacieuse et innovante l'approche du secrétaire général de l'ONU, une approche soutenue par le représentant congolais. Le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'ensemble de son peuple considèrent le réaménagement du mandat de la MONUSCO et le déploiement rapide de la brigade d'intervention comme une préoccupation majeure. La France est chargée de rédiger le projet de résolution sur la création de la brigade d'intervention rapide au sein de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo. Cette unité offensive devrait comprendre 2500 hommes venant principalement de Tanzanie et d'Afrique du Sud. Sa mission, mener des opérations contre tous les groupes armés dans le M23 qui menacent la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Les populations de la République démocratique du Congo méritent une vie normale, sans subir des viols, des enlèvements, des exécutions, la peur ou d'autres atrocités. Nous leur devons nos meilleurs efforts pour combattre les causes profondes de l'insécurité dans laquelle elles vivent. C'est une course contre la montre qui est engagée à New York. Le vote de la résolution sur le renforcement de la MONUSCO doit intervenir avant la fin de ce mois. Le Rwanda, accusé de soutenir les rebelles congolais du M23, va assurer à partir du 1er avril la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU. Certains craignent que Kigali ne bloque le processus enclenché par le secrétaire général des Nations Unies. Retour à l'actualité nationale avec ce premier dossier d'une série consacrée aux femmes à l'occasion de la journée qui leur est dédiée le 8 mars. Nous allons à la rencontre donc des femmes orpailleuses. L'exploitation traditionnelle de l'or, on le sait bien, place ces braves femmes au début et à la fin du traitement de ce métal convoité tant sur les marchés internationaux que nationaux. Fanta Sangaré nous amène sur les sites de Kenyeba et Kangaba. Suivons son reportage. Au Mali, les femmes occupent une place de choix dans l'orpaillage, forme traditionnelle de production d'or. Elles sont au début et à la fin du traitement de ce métal précieux à Tabakoto, Kenyeba et Danga dans la commune rurale de Nouga à Kangaba. Les femmes pratiquent cette activité pour subvenir à leurs besoins quotidiens et aux besoins de la famille.
Nous vivons de cette exploitation d'or grâce à laquelle nous subvenons aux besoins de la famille. Nous travaillons en symbiose avec nos hommes. Au début, ce sont les femmes qui creusent. À une certaine profondeur, les femmes cèdent la place aux hommes. Le banco qui y sort est réparti en plusieurs tas. Les femmes lavent et extraient les minéraux contenus dans chaque tas. Elles sont là aussi pour transporter le minerai vers les lieux de lavage, activité qui leur est essentiellement réservée. Le processus d'extraction lui-même est un travail à la chaîne. Les femmes assistent les hommes dans l'extraction du minerai des puits creusés par ceux-ci. Elles tirent le banco du puits. Dans ce cas, sur 10 seaux, le 10e leur revient de droit. Ici, le gain devient une question de chance pour elles. Je viens de Ségou, m'installer à Bamako. Pour savoir que le puits contient de l'or, on teste le premier banco tiré là-dedans. S'il s'avère que le banco contient de l'or, on continue à creuser. Le travail se poursuit toute la journée durant. On ne part à la maison que lorsque ceux qui creusent se sentent fatigués. Dans tous les cas, cette répartition est loin d'être équitable. L'effort fourni par les femmes, c'est excessif. Nous solliciterons des partenaires pour pouvoir accompagner les femmes en créant des AGR pour les maintenir à la maison. Et c'est là le développement, parce que là, ils vont s'occuper des enfants pour qu'ils fassent l'école. Il y a certains enfants présentement qui ne peuvent pas faire les cours, qui ne peuvent pas suivre l'école, parce que le père, la maman, ils sont tous au placard. Mais ça, ils ont des sources de revenus, leur permettant d'avoir de quoi vivre sans passer par le placard. Ils vont revenir à la maison. Et le développement, c'est un instant qu'il sera global. Si de nos jours, l'orpaillage profite à beaucoup de femmes, son exploitation en toute saison doit être réglementée par les autorités du pays. Créer d'autres sources de revenus pour celles-ci leur permettra d'éviter la déperdition scolaire des enfants. Voilà, braves sont et restent les femmes. Très bonne fête à toutes les femmes. Une pensée profonde à celles déplacées et réfugiées. Nous arrivons à la fin de ce journal. Aoui Touré sera là pour les éditions de la soirée. Merci à nos téléspectateurs de la diaspora et bonne suite des programmes de l'ORTM.